I did the Oscars when I was like 8 or 9. I sang at the Oscars. En avril 2021, au cœur d'un Dolby Theatre presque silencieux, une image a surpris Hollywood. Jodie Foster avance, sourit brièvement, puis s'arrête. À son bras, un jeune homme. 23 ans après sa naissance, son fils apparaît enfin. Pas une star, pas un héritier médiatique, un visage inconnu. Ce moment, fugace, résume une vie de décision radicale. Double lauréate de l'Oscar, enfant prodige devenu icône, Jodie Foster a tout connu. Les tapis rouges, les flashs, les rôles qui marquent une époque. Pourtant, quand il s'est agi de ses enfants, elle a choisi l'effacement. Pas d'interview, pas de photos volées, pas de récits familiaux vendus à la presse. Pourquoi une femme façonnée par Hollywood a-t-elle décidé d'en tenir ses fils à distance absolue? Était-ce une protection? Une peur? Ou une lucidité née trop tôt? Car Foster sait ce que la célébrité fait aux corps jeunes, aux identités fragiles, aux enfances observées. Derrière ce silence, une question demeure, centrale et inconfortable. La renommée d'une mère peut-elle devenir un danger pour ceux qu'elle aime le plus? Et jusqu'où faut-il aller pour préserver une enfance quand le monde entier réclame des images? Cette histoire, avant d'être une mère silencieuse, Jodie Foster a été un phénomène. Une enfant repérée très tôt, propulsée dans un monde où la caméra ne cligne jamais des yeux. À 6 ans, elle tourne déjà pour la télévision. À 12, elle est projetée au centre d'un film qui marquera l'histoire du cinéma. Dès lors, son visage devient familier, son nom synonyme de talent précoce et d'intelligence rare. Hollywood l'admire, le public la respecte, la presse la décrit comme différente, plus cérébrale, plus distante, plus maîtrisée. Les années passent et la promesse se transforme en consécration. 2 Oscars, obtenus à des moments clés, viennent sceller une carrière que peu d'actrices peuvent revendiquer. Elle n'est pas seulement une star, elle est une référence. Une figure d'autorité artistique dans une industrie dominée par l'ego et l'exposition permanente. Dans les studios, on parle d'elle avec une forme de déférence. Sur les plateaux, elle impose le calme. Dans les interviews, elle choisit ses mots. Toujours. À cette époque, l'image publique de Jodie Foster est presque parfaite. Peu de scandales, pas de romances étalées, pas de confidences inutiles. Elle apparaît comme une femme qui contrôle sa narration, une actrice qui refuse d'être réduite à un corps ou à une rumeur. Pour Hollywood, elle incarne une réussite rare, celle d'une enfant star qui n'a pas sombré, une trajectoire droite dans un milieu qui broie souvent les plus jeunes. C'est dans ce contexte de gloire maîtrisée que naît son premier fils, en 1988. L'événement pourrait devenir un récit médiatique classique. Une actrice oscarisée, devenue mère, offrant au public un nouveau chapitre attendrissant de sa vie privée. Mais rien de cela n'arrive. Pas de couverture exclusive, pas de photos officielles, pas même le nom du père. Le silence est total, presque déroutant. 3 ans plus tard, un second enfant voit le jour. Là encore, la même absence d'image, la même opacité. Alors que d'autres célébrités ouvrent leurs portes aux magazines, Foster ferme les siennes. Elle ne commente pas, elle n'explique pas. Elle continue de travailler, de tourner, de réaliser comme si la maternité appartenait à une autre dimension, inaccessible au regard public. Aux yeux de l'industrie, ce choix intrigue. Hollywood est habitué aux enfants stars de 2e génération. Les héritiers, les dynasties, les noms qui se transmettent comme des marques. Les enfants deviennent souvent des prolongements de la célébrité parentale. Parfois, avant même d'avoir choisi qui ils veulent être. Chez Jodie Foster, rien de tel. Ses fils n'apparaissent pas sur les tapis rouges. Ils ne sont pas cités dans les discours. Ils ne deviennent pas des symboles. Cette discrétion n'est pas un hasard. Elle s'inscrit dans une cohérence plus large. Depuis toujours, Foster entretient une relation méfiante avec la notoriété. Elle en connaît les avantages,
mais aussi les dégâts invisibles. Elle sait comment l'attention constante déforme les regards, comment l'admiration peut se transformer en appropriation. Son succès ne l'a jamais rendue naïve. Au contraire, il semble avoir aiguisé sa vigilance. Dans les années 1990 et 2000, alors que Hollywood se transforme avec l'arrivée d'Internet et des paparazzis omniprésents, la pression médiatique s'intensifie. Les enfants de stars deviennent des cibles. Photographiés à la sortie de l'école, commentés pour leur apparence, leur comportement, leur avenir supposé. La frontière entre vie privée et spectacle s'effondre. Foster observe ce phénomène avec distance et, visiblement, avec inquiétude. Son image publique, pourtant, reste intacte. Elle continue de recevoir des prix. Elle passe derrière la caméra. Elle devient une réalisatrice respectée, capable de diriger des acteurs confirmés et d'imposer une vision forte. À chaque apparition, elle rappelle qu'elle n'est pas là pour se livrer, mais pour travailler. Cette posture renforce son aura. Elle apparaît comme une femme qui a compris quelque chose avant les autres. Pour le public, cette retenue crée un paradoxe. Plus elle se tait, plus la curiosité grandit. Qui sont ces enfants? Comment vivent-ils? Savent-ils seulement à quel point leur mère est célèbre? Les rares informations disponibles sont fragmentaires, presque anecdotiques. Elles dessinent pourtant une image claire, celle d'une mère qui sépare radicalement deux mondes, celui de la scène et celui de la maison, celui du regard collectif et celui de l'intimité. Cette séparation devient une ligne de conduite. Foster n'utilise jamais ses enfants pour façonner son image. Elle ne se présente pas comme une mère héroïque, ni comme une figure sacrificielle. Elle ne cherche pas la sympathie. Elle cherche la normalité. Une normalité presque subversive dans un milieu qui vit de l'exposition. À mesure que les années passent, ce choix s'impose comme un acte fort. Il ne s'agit pas d'un simple désir de discrétion, mais d'une véritable stratégie de protection. Une façon de dire non à un système qui exige toujours plus de visibilité. Une manière de préserver quelque chose de fragile dans un univers vorace. Mais cette décision, aussi cohérente soit-elle, soulève une question essentielle. Peut-on vraiment isoler ces enfants d'un monde dont on est soi-même une figure centrale? Le succès peut-il rester à la porte de la maison? Ou laisse-t-il toujours des traces, même invisibles? Derrière l'image d'une carrière exemplaire et d'une vie publique maîtrisée, une tension s'installe. Car protéger, c'est aussi contrôler. Et refuser la lumière, c'est parfois imposer une ombre. Le décor est planté. Le halo de la gloire éclaire tout, sauf ce qui se passe derrière les murs. C'est là que la trajectoire va commencer à se fissurer. Bien avant d'être une mère sur ses gardes, Jodie Foster a été une enfant exposée. Trop tôt, trop intensément. Son rapport à la célébrité ne naît pas d'une réflexion abstraite, mais d'une expérience vécue dans sa chair. À la fin des années 1970, alors qu'elle n'est encore qu'une adolescente, elle devient le visage d'un film qui bouleverse Hollywood. Le succès est immense, l'impact irréversible. Du jour au lendemain, son image n'appartient plus seulement au cinéma. Elle circule, se projette, se fantasme. Ce moment marque une fracture. La reconnaissance artistique s'accompagne d'une attention malsaine, parfois violente. La jeune actrice est analysée, commentée, sexualisée. Les frontières se brouillent. Et puis survient l'épisode que Foster évoquera rarement, mais qui pèsera lourd dans sa mémoire. L'obsession de John Hinckley Jr., l'homme qui tentera d'assassiner le président Ronald Reagan en affirmant vouloir attirer son attention. À travers ce geste, une vérité brutale s'impose. La célébrité peut devenir dangereuse, physiquement, psychologiquement. Cette prise de conscience précoce ne disparaît pas avec les années, elle s'enfouit, se transforme, mais reste présente. Foster apprend à se protéger, à se taire, à compartimenter. Elle construit une carrière exemplaire, mais érige aussi des murs.
Contrairement à d'autres enfants stars, elle ne se perd pas. Elle observe, elle analyse, elle retient et surtout, elle n'oublie pas. Lorsqu'elle devient mère à la fin des années 1990, ce passé refait surface. Le monde a changé, mais certaines logiques demeurent. Les paparazzis sont plus nombreux. Internet accélère la diffusion des images. La curiosité devient instantanée, insatiable. Les enfants de célébrités ne sont plus seulement observés, ils sont suivis, étiquetés, anticipés. Leur avenir est commenté avant même qu'ils sachent parler. Pour Foster, la menace est claire. Elle ne veut pas que ses fils vivent ce qu'elle a vécu. Elle ne veut pas que leur identité se construise sous le regard des autres. Elle ne veut pas qu'un prénom, un visage, une rumeur suffisent à définir leur place dans le monde. Alors elle agit, radicalement. Elle coupe les ponts entre sa notoriété et leur quotidien. Ce choix n'est pas annoncé. Il ne fait l'objet d'aucun manifeste, il s'impose par le silence. Pas de photos à la sortie des écoles. Pas de déclarations attendries sur la maternité. Pas de récits intimes livrés à la presse. Foster refuse même de révéler l'identité du père de ses enfants. Une décision qui alimente les spéculations, mais qu'elle assume sans jamais se justifier. Pour elle, expliquer serait déjà exposer. Cette posture crée une tension nouvelle. Car en refusant de montrer, elle attire paradoxalement l'attention. Les journalistes chercheront des indices. Les tabloïds imaginent des scénarios. Chaque apparition publique devient un moment scruté. Y a-t-il un enfant hors champ? Un signe? Un détail? Foster reste impassible. Elle ne joue pas le jeu. Elle ne corrige pas les rumeurs. Elle les laisse s'éteindre, faute de matière. Au fil des années, ses fils grandissent dans un environnement volontairement ordinaire. École publique, activités discrètes, anonymat presque total. Foster veille à ce que rien ne les distingue des autres enfants. Elle adapte son emploi du temps. Elle choisit ses projets. Elle privilégie les tournages compatibles avec une vie familiale stable. Cette organisation demande des sacrifices, moins de visibilité, moins d'opportunités parfois. Mais le prix lui semble juste. Ce choix devient plus visible à mesure que ses enfants approchent de l'adolescence. Dans Hollywood, c'est souvent l'âge où les héritiers apparaissent. Premier B-roll, première couverture, première stratégie de carrière. Chez Foster, rien ne change. Les anniversaires passent sans photo. Les étapes de vie restent privées. Le contraste avec les autres familles de stars était frappant. Pourtant, cette protection absolue n'est pas sans conséquences. En voulant tout contrôler, Foster prend le risque d'enfermer, d'imposer une vision, d'effacer une partie de la réalité. Car ses fils savent qui elle est. Ils connaissent son visage sur les écrans, son nom dans les génériques, son statut dans l'industrie. Ils ne vivent pas hors du monde. Ils vivent à côté, dans une zone grise entre reconnaissance et invisibilité. Cette zone devient plus fragile avec le temps. Lorsque l'aîné atteint l'âge adulte, une question se pose inévitablement. A-t-il le droit de choisir sa propre relation à la lumière? Peut-il, s'il le souhaite, marcher sur les traces de sa mère? Ou l'ombre protectrice est-elle devenue une barrière? La réponse arrive en 2021, de manière inattendue. Lors de la cérémonie des Oscars, Jodie Foster apparaît aux côtés de son fils aîné. L'image fait le tour du monde. Non pas parce qu'il est célèbre, mais parce qu'il ne l'est pas. Son attitude est réservée, son regard prudent. Il n'y a pas de mise en scène, pas de déclaration, juste une présence, comme une autorisation tacite, une ouverture mesurée. Ce moment révèle une fissure. Pour la première fois, la frontière que Foster avait dressée laisse passer quelque chose. Pas un spectacle, un passage. Elle ne présente pas son fils comme un héritier, mais comme un adulte capable d'assumer, au moins partiellement, la visibilité qui accompagne son nom. Le geste est discret, mais lourd de sens. À l'inverse, le cadet reste invisible. Aucun événement public,
aucun signe, comme si deux trajectoires se dessinaient déjà. L'une, prudemment connectée au monde artistique, l'autre, résolument en dehors. Cette divergence pose une question essentielle. La stratégie de protection a-t-elle laissé place à la liberté de choix? Ou bien chaque enfant réagit-il différemment à la même éducation? Ce contraste met en lumière la complexité du rôle de Foster. Elle n'est pas seulement une mère qui protège, elle est une femme marquée par son histoire, qui tente de réparer ce qu'elle a vécu en empêchant que cela se reproduise. Mais peut-on vraiment réparer le passé en contrôlant l'avenir? La protection peut-elle devenir une forme de contrainte invisible? À ce stade, la trajectoire semble claire, mais les zones d'ombre persistent. Derrière le silence, derrière la retenue, se cache une vérité plus profonde. Une vérité qui ne concerne pas seulement une famille célèbre, mais une question universelle. Jusqu'où faut-il aller pour protéger ceux que l'on aime? Et à partir de quand la protection se transforme-t-elle en héritage pesant? La gloire, chez Jodie Foster, n'a jamais été un refuge. Elle a été une épreuve, et c'est cette épreuve, intériorisée, qui guide chaque décision. Mais ce choix radical, aussi cohérent soit-il, mérite d'être interrogé. Car en tenant ses enfants loin de Hollywood, Foster n'a pas seulement rejeté un système, elle a redéfini ce que signifie transmettre. La réponse, elle, se trouve plus loin, dans ce que ses enfants ont fait ou feront de cette enfance protégée. La vérité, chez Jodie Foster, ne se révèle jamais d'un seul bloc. Elle se déplie lentement à mesure que l'on relit les silences, les choix, les phrases prononcées à demi-mot. Derrière la décision d'élever ses fils loin d'Hollywood, il n'y a ni dogme ni posture morale. Il y a une mémoire. Une mémoire qui se souvient trop bien de ce que coûte la lumière quand elle tombe trop tôt. Foster n'a jamais prétendu que la célébrité était mauvaise en soi. Elle en connaît la valeur artistique, la force symbolique, l'énergie collective. Mais elle sait aussi que la célébrité n'est pas neutre, qu'elle agit comme un accélérateur. Elle amplifie les qualités, mais déforme les fragilités. Pour un enfant, cette accélération peut être destructrice. Voilà la racine de son choix. Non pas fuir le monde, mais ralentir le temps pour ceux qui n'ont pas demandé à être vus. Cette philosophie se traduit par une série de décisions concrètes, rarement commentées, toujours cohérentes. Foster choisit des écoles où le nom de famille n'ouvre aucune porte. Elle privilégie des cercles amicaux éloignés de l'industrie. Elle refuse les invitations qui exposeraient ses enfants. Elle n'interdit pas la curiosité, mais elle la canalise. La maison devient un espace neutre où le travail de la mère n'est ni glorifié ni nié. Un fait parmi d'autres. Peu à peu, un équilibre s'installe. Les enfants grandissent sans être définis par l'image maternelle. Ils apprennent à se tromper sans être jugés, à changer d'avis sans être archivés. Foster l'a souvent laissé entendre sans jamais en faire un discours. Ce droit à l'erreur, elle ne l'a jamais eu. Elle tente de le restituer à ses fils, non comme un privilège mais comme une nécessité. Pourtant, cette protection totale pose une question délicate. En voulant préserver l'anonymat, ne crée-t-elle pas une frontière trop étanche? Car l'absence de regard extérieur ne supprime pas la conscience de l'héritage. Les fils de Foster savaient que leur mère est une figure. Ils vivent avec cette connaissance même si elle n'est jamais mise en scène. La différence, c'est qu'ils peuvent choisir quand et comment l'affronter. Cette liberté apparaît clairement dans les trajectoires divergentes des deux frères. L'aîné, Charles, manifeste un intérêt pour l'art, la scène, la création. Rien d'ostentatoire. Pas de lancement médiatique, pas de récit de succession. Il avance à petits pas dans des espaces où le nom Foster ne garantit rien. Son apparition publique aux côtés de sa mère, en 2021, n'est pas une déclaration d'ambition. C'est une expérience, une manière de tester la frontière sans la briser. Le cadet quitte,
suit une autre voie, plus discrète, plus éloignée encore de la sphère artistique. Son absence totale de la scène publique n'est pas un effacement forcé. Elle ressemble plutôt à un choix silencieux, rendu possible précisément parce que personne ne l'a attendu là. Dans cette différence, on perçoit le cœur de la stratégie de Foster. Elle n'a pas décidé à la place de ses enfants. Elle a décidé pour eux le cadre. À l'intérieur, ils avancent seuls. Ce cadre, cependant, n'est pas sans ambiguïté. En protégeant, on transmet aussi une certaine vision du monde. Celle de Foster est empreinte de méfiance à l'égard de l'exposition. Elle considère la visibilité comme un outil, jamais comme une fin. Cette méfiance, ses enfants l'ont absorbée, consciemment ou non. La question devient alors plus large. Peut-on offrir la liberté sans transmettre la peur qui l'accompagne ? Foster n'ignore pas cette tension. Dans de rares interviews, elle évoque la nécessité de lâcher prise. Elle reconnaît que l'on ne peut pas éternellement filtrer le monde. Mais elle insiste sur un point. Le moment compte. Ce qui blesse le plus, ce n'est pas la lumière, c'est la lumière prématurée. Attendre, pour elle, n'est pas refuser, c'est préparer. Cette préparation s'inscrit aussi dans une réflexion plus profonde sur l'identité. Foster a longtemps été définie par des rôles, des analyses, des projections. Elle sait à quel point il est difficile de se dégager d'une image imposée. En tenant ses enfants à distance de toute narration publique, elle leur offre la possibilité d'écrire la leur sans public, d'exister avant d'être perçue. Mais cette approche va à contre-courant d'un système qui valorise la transparence forcée. Dans un monde où tout se montre, le silence devient suspect. Certains y voient une stratégie de contrôle, d'autres une fuite. Foster, elle, ne répond pas. Elle laisse ses actes parler. Et ces actes dessinent une cohérence rare, celle d'une femme qui a décidé de ne pas reproduire ce qu'elle a subi. À mesure que ses enfants deviennent adultes, la question de l'héritage se pose autrement. Il ne s'agit plus de protection, mais de transmission. Que transmet-on quand on ne transmet pas la célébrité ? Foster semble avoir choisi de transmettre autre chose. Le sens de la mesure, le respect des frontières, la capacité à dire non. Des valeurs peu spectaculaires, mais profondément structurantes. Cette vérité, longtemps invisible, apparaît alors clairement. Élever ses enfants loin d'Hollywood n'était pas une réaction épidermique, c'était un projet à long terme. Une construction patiente, faite de renoncement et de conviction. Foster a accepté de perdre une partie de l'admiration publique liée à la maternité visible pour préserver une admiration plus intime, plus essentielle. Reste une interrogation finale. Cette stratégie est-elle universelle ? Peut-elle être reproduite ? Probablement pas. Elle est le produit d'une histoire singulière, d'une trajectoire marquée par des excès précoces. Mais elle ouvre une brèche. Elle rappelle que la célébrité n'est pas un héritage obligatoire, qu'elle peut être refusée, modulée, tenue à distance. Dans le silence qu'elle a imposé autour de sa famille, Foster a créé un espace rare, un espace où l'on peut grandir sans être regardé, où l'on peut choisir sans être attendu. Cette vérité, discrète mais puissante, éclaire l'ensemble de son parcours. Elle ne révèle pas seulement une mère prudente. Elle révèle une femme qui a compris, peut-être mieux que quiconque, que la vraie liberté commence souvent là où l'on accepte de ne pas être vu. Mais cette liberté a-t-elle un prix ? Et que reste-t-il, une fois les enfants devenus adultes, de ce choix radical ? La réponse se dessine dans ce qui demeure, au-delà de la protection, dans l'empreinte laissée, dans le sens donné à la transmission. C'est là que le récit trouve sa dernière respiration. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose lentement. L'histoire des enfants de Jodie Foster n'est pas celle d'une rébellion ni celle d'un sacrifice spectaculaire. C'est une histoire de retrait, un choix discret, presque invisible, qui va à l'encontre de tout ce que Hollywood attend d'une icône.
Là où l'industrie célèbre la transmission du nom, de l'image et du pouvoir symbolique, Foster a choisi la retenue. Elle a refusé de transformer ses fils en prolongement de sa légende. La question posée au début du récit revient alors, transformée. La célébrité d'une mère est-elle un cadeau ou un fardeau pour ses enfants? Dans le cas de Foster, la réponse n'est ni simple ni définitive. Elle n'a pas cherché à trancher pour le monde, seulement pour sa famille. Elle a observé les dégâts causés par une exposition précoce, les identités figées trop tôt, les enfances confisquées par le regard public, et elle a décidé que cela ne serait pas l'héritage de ses fils. Ce choix, pourtant, n'est pas sans ambiguïté. Protéger, c'est aussi décider. Éloigner, c'est parfois isoler. En soustrayant ses enfants à la lumière, Foster leur a offert une normalité rare, mais elle leur a aussi transmis une certaine distance à l'égard du monde. Une prudence, une méfiance douce. Cette empreinte, invisible, fait partie de l'héritage. Elle ne se mesure pas en film ou en trophée, mais en posture face à la visibilité. À l'âge adulte, ses fils ne portent pas le poids d'une attente collective. Ils ne sont pas sommés de réussir là où leur mère a brillé. Ils ne sont pas comparés, ni analysés, ni projetés. Cette liberté-là est peut-être le plus grand succès de Foster. Elle a rompu avec une logique de dynastie. Elle a refusé que le nom devienne une injonction. Dans un milieu obsédé par la continuité et la reproduction, ce refus est un geste radical. Mais ce geste soulève une interrogation plus large qui dépasse largement le cadre de cette famille. Que devons-nous vraiment transmettre à nos enfants lorsque nous disposons d'un pouvoir symbolique immense? Est-ce la visibilité, l'accès, les privilèges? Ou est-ce la capacité à choisir sa place même si cela signifie refuser ce que d'autres convoitent? Foster semble avoir répondu par l'exemple plutôt que par le discours. Il n'y a pas, dans cette histoire, de révélation fracassante ni de conclusion fermée. Les enfants de Foster ne livrent pas de témoignages. Ils ne revendiquent rien. Ils avancent simplement dans des directions différentes. L'un frôle la scène, l'autre s'en détourne. Et dans cette divergence silencieuse, on perçoit la réussite d'un projet éducatif fondé sur la possibilité du choix. La célébrité, souvent perçue comme un sommet, apparaît ici comme une matière instable, parfois dangereuse. Foster ne l'a pas rejetée pour elle-même, elle l'a tenue à distance pour ceux qui n'avaient rien demandé. Elle a compris que la lumière, aussi flatteuse soit-elle, peut brûler lorsqu'elle tombe trop tôt. Et elle a préféré l'ombre protectrice, temporaire, à l'éclat irréversible. Cette histoire invite à un renversement de perspective. Dans une société où l'exposition est devenue une valeur en soi, le silence peut être un acte de résistance. Le refus de montrer peut être une forme d'amour. Foster n'a pas cherché à être admirée pour sa maternité. Elle a accepté de ne pas être comprise, d'être jugée distante, froide, secrète. Elle a payé ce prix pour préserver ce qu'elle considérait comme essentiel. Reste une dernière question, suspendue. Lorsque les enfants grandissent, lorsque la protection n'est plus nécessaire, que reste-t-il de ce choix? Peut-être une confiance discrète. La certitude d'avoir grandi sans être consommé. La possibilité de regarder le monde sans craindre qu'il vous dévore. Ce sont des héritages invisibles, impossibles à quantifier, mais profondément structurants. L'histoire des enfants de Jodie Foster ne se conclut donc pas par un verdict. Elle s'ouvre sur une réflexion, sur le pouvoir des parents célèbres, sur la responsabilité qui accompagne la reconnaissance publique, et sur cette idée dérangeante mais essentielle, parfois, le plus grand acte de transmission consiste à ne rien transmettre de visible, car il existe des héritages qui ne se voient pas, des héritages faits de silence, de limites et de temps accordés. Dans un monde saturé d'images, ces héritages-là sont les plus rares et peut-être les plus précieux.